Bonjour à toutes, à tous. Ça m'a fait très plaisir de vous accueillir ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme et ça me donne toujours la banane de voir ce soleil, de voir tous ces sourires et tous ces visages de partout en France. Donc, bienvenue à chacune, à chacun. Moi, je suis Diane Dupré-Latour. Je suis porte-parole de l'opération Milliard et par ailleurs cofondatrice des restaurants Les Petites Cantines. Je voulais prendre 5 minutes avant qu'on commence et avant de passer la parole à Laïla, à Pierre-Valentin et à Maxence. Je voulais retracer ce qui s'est passé à l'opération Milliard ces derniers mois. Depuis un an, je peux vous dire qu'on n'a pas chômé. On a mené un ensemble de travaux qui a mobilisé au total, je crois, environ 2500 personnes. Ces travaux, il faut se dire que l'architecture financière qui va suivre, elle est le fruit de ces travaux. Elle s'en est nourrie. Et parmi ces travaux, il y a notre récit, ce qu'on appelle notre récit, parce que l'économie, c'est pas d'abord des chiffres, c'est d'abord un schéma narratif qui permet d'organiser la pensée économique, d'organiser l'action commune et de faire émerger le sens, et donc la création de valeur. Les chiffres, c'est très important, mais ils viennent après. Et le récit, c'était 60 auditions, un travail de synthèse, d'édition colossal. On a fait aussi tout un travail sur le besoin des organisations engagées dans la transition juste. C'est 500 organisations qui ont répondu. C'est ce qu'on a appelé le grand recueil. On a fait aussi un travail d'enquête auprès des épargnants. Il y a eu 1300 répondants qui nous permet de caractériser leurs besoins. Et on a fait une enquête pour préciser les besoins des financeurs. C'est une enquête qui a permis d'écouter 50 financeurs sur leur réalité quotidienne. En parallèle de ça, on a monté collectivement en compétences sur les questions d'ingénierie financière via des masterclass. Parce que s'il fallait que je vous résume ce que c'est que l'opération Milliard en 2 mots, je dirais que c'est une initiative locale qui est vraiment partie des citoyens. Bonjour, bienvenue Étienne. Voilà. Une initiative citoyenne qui s'est donnée pour but d'accompagner la transition juste en France en réunissant progressivement 1 milliard d'euros pour les organisations engagées dans la transition. C'est constitué en association loi 1901 avec un conseil d'administration et ça nous amène à être vraiment dans une démarche citoyenne pour monter en compétences sur l'ingénierie financière. Nos masterclass ont servi à ça. On a aussi un conseil scientifique qui nous accompagne sur un ensemble de définitions, de direction et de cadrage. Et voilà. Donc ça, voilà, pour vous donner un peu le paysage, ce que c'est que l'opération Milliard aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien quand on met des prénoms sur les visages. Et je voudrais en particulier remercier l'ensemble des bénévoles qui sont engagés sur tous ces travaux ces derniers mois. Et je pense en particulier à ceux qui sont engagés dans les groupes de travail, notamment le groupe de travail financeur. Je pense à Damien, je pense à Pascal, je pense à Laïla, je pense à Marie, à Julien, à Maxence, je pense à Jean-François et à Frédéric pour tous les travaux qui ont été menés, analysés, pour tout le travail sur la gouvernance. Et Biran, je voudrais te remercier tout particulièrement parce que je sais que tu arrives à la fin de ton stage chez nous et tu as mené un gros travail aussi sur les financeurs, donc c'était important pour nous. Et puis Pierre Valentin du cabinet Amadeus, merci à toi pour ton accompagnement qui est tellement précieux. Voilà, je vous ai présenté un peu en 2 mots l'opération Milliard. Maintenant, je voudrais passer d'abord la parole à Laïla Bordi, qui va nous présenter les enseignements de nos différents travaux d'enquête. Ensuite, on passera la parole à Pierre Valentin sur l'architecture financière. Et enfin, à Maxence Verret, qui nous parlera de gouvernance. Laïla, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous et tous. Je suis Leïla Bordi-Randera. Moi, j'ai participé à 2 groupes de travail, notamment sur les besoins de financement des organisations et sur la connaissance des financeurs. Donc, je vais essayer de vous résumer assez rapidement les grands enseignements des travaux effectués ces derniers mois. Je vais commencer par le grand recueil
Pour rappel, le Grand Recueil, c'est une enquête que nous avons lancée l'année dernière auprès des structures de l'économie sociale et solidaire pour les interroger sur leur état économique, leurs besoins de financement et aussi leurs difficultés de financement. On a obtenu 510 réponses complètes à cette enquête. Ces structures nous ont remonté leurs besoins de financement, autant sur leur fonctionnement que sur leurs dépenses d'investissement. Au total, pour les structures qui ont répondu, les besoins remontés sont de 1,4 milliard d'euros pour les 5 prochaines années. Pour essayer de vous résumer en 5 points les conclusions qu'on peut retenir du grand recueil. Tout d'abord, les structures nous ont fait part de financements inadaptés à leurs besoins, que ce soit en termes de montant, de taux et de durée. On peut aussi retenir que sur les modèles de l'ESS, notamment basés sur une gouvernance partagée ou une lucrativité limitée, ces modèles sont encore assez méconnus et les financeurs les trouvent peu attractifs. Un autre point qui est aussi ressorti est sur les financements associatifs. On est dans un contexte de baisse de subventions, de financement qui privilégie les financements projets à défaut des dépenses de fonctionnement, et un manque de financement pluriannuel qui met les associations dans une certaine instabilité avec un manque de visibilité. On constate aussi un sous-financement de l'innovation sociale par rapport à l'innovation technologique. Et en dernier point, les organisations de l'ESS nous remontent la lourdeur des demandes de financement au niveau administratif, que ce soit en termes de complexité pour remplir un dossier, qu'en termes de nombre de dossiers différents à déposer pour pouvoir se faire financer. Si on passe maintenant côté financeur, on a pu mener une cinquantaine d'entretiens auprès de financeurs qu'on qualifie d'institutionnels au sens très large. C'est-à-dire qu'on a rencontré autant des fonds d'investissement que des plateformes de crowdfunding, des family office, des conseillers en gestion de patrimoine, des assureurs, des banques, des fondations, etc. On vous a mis le chiffre de 1000 milliards. C'est pour vous donner une idée du montant des encours des financeurs rencontrés. On va retrouver côté financeur un certain nombre d'éléments que nous ont aussi remonté les structures de l'ESS. En gros, ce qu'on peut retenir de ces entretiens, c'est qu'il y a un manque d'attractivité financière pour eux de soutenir les organisations de la transition juste, avec des rendements qui sont souvent inférieurs à 7%. Ils estiment que ça ne leur permet pas de compenser les risques élevés qu'ils prennent. Un autre point, c'est qu'il y a très peu, voire pas du tout de garantie sur le capital investi, et aussi un manque de liquidité, car c'est assez compliqué de revendre les parts comme il n'y a pas de marché secondaire. Un point souvent soulevé, c'est les projets, qui manquent de structuration, des modèles économiques qui sont perçus comme, peu viables, donc plus risqués et une difficulté de trouver, des cofinanceurs, notamment en phase d'amorçage. Un 4e point, c'est sur le cadre, qui est peu incitatif, en termes de soutien de l'État, au niveau, réglementaire, fiscalité. Il y a, très peu d'incitation pour soutenir les projets à impact. Et le dernier point, va être plus sur la gouvernance des organisations, qui ne leur paraissent pas, compatibles avec leurs exigences financières. Ils n'ont pas l'habitude des, gouvernances, démocratiques et ont plutôt tendance, à vouloir une certaine représentativité au sein des organes de gouvernance. Si on passe maintenant, merci. Si on passe maintenant sur les organisations qui seront financées par l'opération Milliard, et on a défini un certain nombre de critères. Alors déjà, pour commencer, en termes de localisation, ce seront des projets qui sont situés en France, en incluant France métropolitaine et les DROM. En termes d'acteurs, on souhaite financer les organisations de la transition juste, qui œuvrent pour la préservation du vivant et l'atténuation des crises écologiques, qui placent la dignité humaine et la justice sociale au cœur de leur mission, et qui intègrent la démocratie et la coopération comme principes fondamentaux et moteurs de leur action. Sur la répartition des fonds, on souhaite qu'il y ait au moins 65% des fonds de l'opération qui sont à destination des associations, coopératives, mutuelles et fondations. On souhaite aussi limiter à 20% des investissements dans les projets d'innovation technologique. Et on souhaite financer les organisations qui répondent aux critères ESUS, avec un point d'attention sur l'encadrement de la rémunération du capital. Et du coup, je vais passer la main à Pierre pour la présentation sur l'architecture financière.
Pierre, on t'entend pas, t'es en micro coupé. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes, je suis Pierre Valentin. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le groupe bancaire Crédit Coopératif et aujourd'hui, je suis consultant auprès du cabinet de conseil en investissement financier Amadeus, qui a été chargé d'accompagner l'opération Milliard dans la structuration de l'architecture financière. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, on a prévu 3 instruments financiers pour recueillir les fonds de l'opération Milliard. Alors pourquoi ces 3 instruments? On avait en fait 2 contraintes. Une première qui était de séparer les instruments financiers destinés à l'investissement de ceux destinés à faire des dons. Et la deuxième, c'était de tenir compte des besoins spécifiques des particuliers et des personnes morales, notamment en matière d'investissement. Donc sur la partie dons, un seul instrument suffit, c'est le fonds de dotation citoyen que vous voyez à gauche sur la diapositive. Donc c'est un fonds qui fera des dons aux associations et aussi quelques investissements d'amorçage pour certaines coopératives. Tout ça pour des montants inférieurs à 50 000 euros. Sa vocation est plutôt de recueillir des dons et de faire des dons à des organismes d'intérêt général, mais on n'exclut pas, notamment sur certaines opérations un peu trop risquées pour les autres véhicules, de faire un petit peu d'investissement. Deuxième outil, c'est la coopérative d'investissement. Elle est destinée à recueillir les souscriptions, donc les investissements des particuliers, et à faire elle-même des investissements de taille moyenne, donc entre 20 et 500 000 euros. Elle aura le statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale qu'on demandera et qui fera qu'elle fera bénéficier ses investisseurs d'un avantage fiscal qui actuellement est au niveau de 25% de l'investissement. Voilà, elle se déterminera seule pour la décision d'investissement, mais bénéficiera des conseils de la société de gestion. Alors, j'en viens à la société de gestion. Sur la droite, vous voyez le fonds professionnel de capital investissement qui est destiné à recueillir les souscriptions des investisseurs personnes morales, ce qu'on appelle investisseurs professionnels, pour des opérations de plus grande taille, donc supérieures à 500 000 euros. Et les opérations seront faites par une société de gestion de portefeuille, ce qui est assez classique, c'est-à-dire une société spécialisée dans la gestion des fonds. Voilà, tout ça se fait à partir des titres qui sont inscrits sur cette slide. Vous les voyez pour les associations, pour les coopératives et pour les autres entreprises. Donc, ce sont des titres financiers spécifiques parce qu'on n'investit pas au capital d'une association. Il n'y a pas de capital dans une association. Donc, il y a des titres qui apportent des fonds propres sans être évidemment des titres de capital. Tout ça se fera après un premier filtrage des dossiers par l'association Opération Milliard, qui sera chargée non seulement de filtrer, mais d'aiguiller évidemment vers les fonds adéquats les dossiers. Voilà. Alors, un petit rappel sur les risques de l'investissement. On a là des investissements qui sont en capital ou en fonds propres. Donc, ce sont des investissements assez risqués en ce sens que ce sont les derniers investissements remboursés lorsqu'il y a une procédure de faillite. Cela dit, le risque n'est pas si important que ça. D'abord parce que l'économie sociale et solidaire présente plutôt moins de risques de faillite que le reste de l'économie. Pour vous donner un ordre de grandeur, les associations, le taux de faillite est à peu près 0,5% par an, alors qu'il est plutôt de 2,5% dans le reste de l'économie. Et puis, il y a des protections qui sont recherchées ou déjà obtenues. D'une part, dans la coopérative, l'investissement est protégé par l'avantage fiscal à l'entrée. Et puis, de l'autre, le fonds, lui, destiné aux investisseurs professionnels, bénéficiera d'une protection sous la forme d'une garantie. Voilà. D'autre part, évidemment, le portefeuille sera diversifié, donc il y aura, je pense, à peu près une trentaine, ou peut-être un peu plus de titres différents dans le portefeuille du fonds, par exemple. Merci Pierre. Une seconde, je crois que tu es allé peut-être un peu vite, ce que je vois dans le chat. Est-ce qu'on peut Oui, je revenir vois pas mal de questions. juste avant qu'on passe sur celle de Maxence, on peut revenir sur celle d'avant, avec les 3 fonds
absolument. Donc, alors, attendez. 3 secondes. Est-ce que tu peux, pour tous ceux et celles qui ne sont pas des spécialistes, est-ce que tu peux revenir juste un petit peu si vous avez des questions avant qu'on passe à la gouvernance, si vous avez des questions sur cette slide en particulier, vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, qui apportera la garantie? Ce sera un organisme public spécialisé qui s'appelle BPI France. Sur la question, bon, qu'est-ce que c'est exactement que ces outils? Bon, une coopérative d'investissement, ben, c'est une société coopérative, hein. Ce sera probablement une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est une société qui bah, respecte les principes de la loi sur les coopératives et qui aura pour objectif d'investir. Le fonds professionnel de capital investissement, c'est une structure qui permet de gérer en commun, donc avec plusieurs investisseurs qui confient leur argent à une société qui va gérer le portefeuille et qui, elle aussi, a pour but d'investir. Autrement dit, on est tout simplement dans un portefeuille, dans un organisme de placement collectif, hein. On met de l'argent dans un fonds et puis ce fonds achète des titres et puis lorsque ces titres sont remboursés, il vient rembourser les investisseurs. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Oui, voilà, il y a énormément de questions. L'explication est faite du point de vue des investisseurs, oui, sur cette slide en tout cas, mais on a parlé des besoins des émetteurs tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as expliqué, Pierre, le côté fonds de dotation de consomptible. Est-ce que juste Oui, expliquer alors, le fonctionnement d'un fonds de dotation ouais, alors le fonds de dotation, on peut utiliser la dotation pour faire des dons ou on peut la garder et à ce moment-là, on la place et ce sont simplement les intérêts de ces dons qui sont donnés. Donc nous, vu la taille du fonds de dotation, on n'aura sans doute pas une taille suffisante pour pouvoir se contenter des intérêts de la dotation. Et on prend peut-être juste 2, 3 questions, puis après on avancera, on prendra les questions après, puisqu'on va avoir du temps. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on a prévu un taux de rentabilité pour le FPC, Oui, Pierre? alors on a fait quelques calculs d'estimation et on a bien conscience, compte tenu des contraintes qu'on s'est données sur euh, que vous avez vu, hein, de retour à l'intérêt général au-delà d'un certain niveau de plus-value, on a bien conscience que le taux de ce fonds ne sera pas très élevé. On pense qu'on aura un taux de rentabilité interne d'environ 3% par an. Je propose qu'on avance et puis on garde toutes vos questions et on va garder une bonne demi-heure pour répondre et pour un temps d'échange après. Voilà. On laisse Maxence vous parler un peu de la gouvernance. Merci Jolène et merci Pierre. Donc effectivement, comme Pierre l'indiquait, on va avoir donc plusieurs véhicules et donc différentes structures aussi. Donc il y a un fort enjeu sur la gouvernance, de façon à s'assurer qu'il y a une cohérence globale qui est portée par l'opération milliard et qui est retranscrite au travers de l'activité de chacun des véhicules. Pour ce faire, on a posé quelques principes structurels et je préciserai peut-être en préambule qu'on est encore en train de finaliser quelques points, parce que voilà, il y a des sujets qui sont un petit peu complexes. Mais ces principes structurels qu'on a définis, c'est l'objectif numéro un, c'est que cette gouvernance, elle doit permettre de nourrir la raison d'être de l'opération milliard. Elle doit promouvoir évidemment la sobriété et la coopération. Elle doit retranscrire aussi, être alignée avec l'éthique du mouvement. Et cette gouvernance globale doit être, enfin, la cohérence de cette gouvernance globale, pardon, doit être assurée par l'opération milliard. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport aux réflexions qui sont les nôtres, on envisage d'avoir vraiment le cœur démocratique et le pouvoir qui soit intégré, enfin, qui soit sacralisé au sein de l'association Milliard, au travers de 2 organes de gouvernance, dont le conseil d'administration, qui sera appuyé par le conseiller scientifique.
Cette association qui existe donc aujourd'hui, elle a plusieurs rôles. Le premier, c'est bon, évidemment de développer et d'animer le réseau de bénévoles qui sont aujourd'hui impliqués, d'animer aussi également le réseau de lieux qui seront ces porte-voix dans les différents territoires. Pour rappel, aujourd'hui, on a déjà 8 lieux qui représentent l'animation, qui représentent l'association Milliard dans les territoires. On ambitionne d'en avoir beaucoup plus, peut-être une centaine dans les prochaines années. Et puis dans le cadre du financement des projets, l'association aura aussi un rôle clé dans le sens où elle sera en charge, avec l'appui des lieux, de pouvoir identifier les projets qui ont besoin de financement ou de dons. C'est d'abord sourcer ces projets-là, pouvoir faire une préqualification des dossiers pour ensuite pouvoir les aiguiller vers les bons véhicules d'investissement les bons véhicules qui ont été présentés par Pierre, donc que ce soit le fonds de dotation, le fonds coopératif ou alors le fonds professionnel de capital investissement qui, comme vous le voyez sur ce schéma, sera géré, lui, par une société de gestion de portefeuille. Et donc, dans le souci d'avoir une gouvernance qui soit cohérente, on envisage aujourd'hui d'avoir une gouvernance opérationnelle qui soit unifiée pour les 3 structures que sont l'association Opération Milliard, le fonds de dotation, ainsi que le fonds coopératif. Donc, ce qui permet voilà, d'avoir voilà, une vision commune portée par une direction administrative et financière, une direction générale, et puis une personne qui sera en charge d'animer la communauté de bénévoles et d'animer aussi les différents lieux, évidemment. Euh, on prête très attention à ce que le mouvement, et en particulier l'association, soit aussi représenté au sein des organes de gouvernance du fonds professionnel de capital investissement qui sera géré par la société de gestion de portefeuille. C'est pour ça qu'on souhaite que l'association soit représentée à minima à hauteur de 50% dans le comité d'investissement consultatif de ce fonds, qui pourra avoir un droit de regard et un droit de veto sur certaines décisions d'investissement, de façon à s'assurer qu'au global, les investissements et les dons qui sont réalisés sont conformes à la vision du mouvement, qui est de financer et d'accélérer le financement des organisations de la transition juste à différents niveaux. Peut-être pour peut-être plus préciser sur le fonds de dotation, on envisage aujourd'hui que le conseil d'administration du fonds de dotation soit constitué en grande majorité par des membres de l'association Milliard et pour le reste des personnes désignées, soit désignées par l'association Milliard. Et ensuite, concernant le fonds coopératif ESUS, là, pareil encore, il y aura une représentation assez forte de l'association au sein des différents organes de gouvernance, en particulier le comité coopératif, en sachant que le modèle qui est envisagé aujourd'hui, à savoir la SIC, permet la création de différents collèges en son sein qui représentent les différentes parties prenantes qui seront concernées par l'activité du fonds. Donc on pourra aussi avoir des collèges qui représentent les investisseurs privés, les porteurs de projets, les partenaires éventuellement publics en complément. Euh, Peut-être pour conclure, on rappelle, sur l'ensemble de cette architecture, les fonds visent, comme l'indiquait Pierre, des tailles de structure et des montants de financement, d'investissement ou de dons qui sont différenciés. Et pour nous, le gros enjeu pardon, dans les travaux qui sont en cours, c'est de s'assurer que l'ensemble de ces structures travaillent d'une même voie pour voilà, avoir un financement qui, au global, soit cohérent par rapport à la vision du mouvement. Alors, la sélection Pierre, de la je te société. laisse. Ouais, vas-y, je t'en Merci. prie. Oui, la sélection de la société de gestion, ça va être un moment évidemment assez important. On ne va pas faire ça de n'importe comment, on fait ça à travers un appel d'offres. On va d'ores et déjà solliciter une dizaine de sociétés qui ensuite répondront et seront sélectionnées pour un oral. Il n'y en aura à ce moment-là plus que 3. Et puis à l'issue de l'oral, on sélectionnera la société de gestion gagnante. Alors, ce qu'on demande à la société de gestion, c'est une bonne compréhension évidemment de la démarche de l'opération Milliard, mais pas seulement, une certaine forme d'adhésion à cette démarche, parce qu'on souhaite une société de gestion avec laquelle on travaille en symbiose, qui accepte aussi les aspects participatifs de la démarche. On ne veut pas d'une société de gestion qui gère un fonds euh, comme si elle était dans une citadelle et sans non seulement rendre compte à l'ensemble de l'opération Milliard, mais faire participer
notamment dans ces comités des représentants de l'opération. Et puis, on veut aussi une collaboration au bon fonctionnement de la coopérative, puisque la société de gestion qui gère le fonds, elle aura aussi une tâche d'assistance au bon fonctionnement de la coopérative de façon à professionnaliser la gestion de cette coopérative. Donc, en gros, et pour résumer, une gestion professionnelle, mais qui respecterait à la fois l'esprit et la lettre de notre cahier des charges. Passer sur la phase de questions, Alors, Violaine? juste avant qu'on passe sur la phase de questions, juste quelques informations sur donc, la suite, parce qu'il risque d'avoir des questions sur la suite. Donc déjà pour vous, et puis on a mis le lien dans le chat, vous rappelez qu'on mène des séries de masterclass, et là-dessus on remerciera la Fondation Crédit Coopératif qui nous accompagne aussi financièrement sur ces masterclass. Il y en a notamment, vous les trouverez toutes sur notre site. Il y en a notamment sur les principes de base de la finance avec un certain nombre de termes qui ont été définis. Donc, ça peut être utile pour tous celles et ceux que ça intéresse. Et le 7 avril, on a une masterclass sur un modèle économique et financier d'un de nos ambassadeurs, Frédéric Bosque, qui s'appelle Terra, qui est assez passionnant, qui mêle monnaie locale, différents types d'emplois, réinsertion, etc. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses. Ensuite, tous les premiers vendredis du mois, on fait des cafés du milliard pour poser vos questions, échanger. C'est dans un cadre très informel. Pour vous inscrire, c'est sur notre site. Et enfin, donc là, cette architecture financière que vous voyez là, donc, elle est le fruit des différents travaux. On est encore en train de travailler dessus, notamment sur la gouvernance. Il y a de nombreux aspects qu'on est en train d'identifier, de peaufiner. J'ai vu qu'il y avait des questions sur est-ce qu'on a consulté énergie partagée, différents acteurs, type Village Vivant, Belleville, etc. On fait un ensemble de consultations pour comprendre comment certains acteurs qui ont mis en place des gouvernances assez complexes l'ont fait. Donc, on est en train de finaliser toute cette architecture et cette gouvernance. Et le 16, pas le 13, le 16, c'est le 13, c'est un vendredi 13, on n'oubliera pas. Le 13 juin, au matin, au CESE à Paris, on fait donc un événement avec l'ensemble des financeurs et des acteurs de la transition. Vous êtes toutes et toutes invités. Le lien sera envoyé par newsletter dans les jours et semaines qui viennent. Pour faire ce constat des besoins de financement et pour nous de lancer ces différents fonds. Et l'idée, c'est qu'on veut que cet événement puisse cristalliser un ensemble d'engagements de la part des financeurs pour que ça nous amène à la suite de ça au lancement de ces différents véhicules financiers, de ces levées de fonds, sachant que c'est des levées de fonds avec des mécanismes très différents. Mais voilà, cet événement est vraiment important pour nous parce qu'il doit nous permettre de cristalliser un certain nombre d'intérêts et d'engagements. Et donc, on a déjà commencé, mais entre maintenant et cet événement, on mène un ensemble de rendez-vous avec des financeurs pour leur présenter notre architecture financière et pour voir comment ils y répondent et qu'est-ce que ça leur inspire. Voilà un petit peu. Et juste dernier point, on cherche dans les différents groupes de travail des bénévoles et on est aussi sur les derniers jours pour candidater comme ambassadeur, ambassadrice. Donc, sur la page Agir avec nous, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Alors, on va essayer de prendre les questions le plus possible dans un ordre en fonction de quand elles ont été posées. Alors, on avait une question tout à l'heure sur la question de la garantie. Alors, on peut vous en dire un mot, si ça vous va, Pierre, Maxence, je peux en dire un mot, moi. Alors, la garantie, la question était donc de savoir si elle était actée ou si on était en travail. Alors, la garantie, il existe un fonds de garantie de la BPI, un fonds de garantie fonds propres qui n'est pas très connu, mais il y a pas mal d'acteurs de l'ESS qui y font appel. L'enjeu, c'est que ce fonds n'avait pas été du tout pensé pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il avait été initialement pensé pour des startups de l'innovation technologique en amorçage et qu'effectivement, comme il y a un besoin des acteurs de l'économie sociale et solidaire, un certain nombre de fonds y ont fait appel. Donc aujourd'hui, la BPI a, je pense, un enjeu à créer, à sanctuariser un fonds spécifique pour ces acteurs-là. Et nous, on pousse à ce que ce fonds soit fait à titre gracieux. Donc aujourd'hui, la garantie, elle se paye en pourcentage des encours et ça revient finalement assez cher. Donc nous, on mène un plaidoyer pour avoir cette garantie gracieuse. On n'atterrira
peut-être dessus, peut-être pas dessus, mais donc on aura besoin de votre soutien là-dessus. Sachez que ce type de garantie, cet avantage, ça devra donc passer au projet de loi finance. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs à mettre autour de la table, in fine nos députés et nos sénateurs, mais avant cela, travailler main dans la main avec la DG Trésor, etc., qui travaille à la consolidation de ce qui va ensuite passer en projet de loi finance. Donc on est dans cette période-là de plaidoyer, et pour nous, c'est aussi un bon apprentissage parce que donc cette année, c'est ce plaidoyer sur la garantie qu'on va porter, mais je fais le lien avec la question qu'il y avait sur les subventions qui ne sont pas assez suffisantes pour les associations. Les subventions, pour faire bouger des choses, ça passera par des types de plaidoyer. Il y a un certain nombre de sujets qui sont portés par d'autres acteurs, type le crédit impôt recherche pour les associations, ou d'indexer, d'avoir des subventions qui soient des pourcentages de certains fonds, etc. Donc, nous, on va rejoindre des plaidoyers à partir de l'année prochaine. Et donc, le travail qu'on fait cette année sur la garantie nous permettra aussi de mieux nous armer et mieux comprendre comment on mène de tels plaidoyers. Je ne sais pas si ça répond à la question de la... Violaine, on peut ajouter un point, c'est que la garantie qui est proposée par BPI, elle porte sur 50% de l'investissement, éventuellement 70% si l'entité a moins de 3 ans. C'est toujours une garantie partielle. Merci beaucoup. Alors, on avait des questions de personnes qui n'étaient pas enfin, qui avaient si vous avez des termes que vous n'avez pas compris, remettez-les dans le chat. Vous voulez qu'on revienne sur certains termes plus techniques. On avait une question sur est-ce que le fonds de dotation citoyen peut-il financer un autre fonds de dotation? Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de restriction là-dessus. Pierre, je parle sous ton contrôle. Non, mais je ne suis pas certain qu'on ait suffisamment de moyens pour le faire, mais puisque l'idée est tout de même de financer les entités de l'opération milliard, de la transition juste, en tout cas. Donc, techniquement, il n'y a pas de limite, mais est-ce que c'est ce qu'on va vouloir faire? Pas sûr. Avez-vous pensé à donner à l'opération milliard une dimension européenne, en tout cas francophone? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Diane, tu veux répondre là-dessus? On est en mode test and learn. Et du coup, pour l'instant, on expérimente en France. Et quand ça marche, on réfléchit à autre chose. Mais déjà, tester et regarder ce qui marche. Merci. Quels volumes montants sont attendus pour chaque véhicule sur leur première année? Tu veux répondre un peu à ce qu'on a en tête pour commencer, Pierre? Oui, alors sur la coopérative, on a prévu de lever 15 millions en 2 ans. D'ailleurs, on a une limitation, pour des raisons de simplicité administrative, à 8 millions par an. Sur le fonds, on est sur un montant qui serait autour de 100 millions, mais qui pourrait aller jusqu'à 200 millions si on arrive à convaincre suffisamment d'investisseurs. Et puis sur le fonds de dotation, on vise une dizaine de millions, en tout cas dans un premier temps. Voilà, ça c'est la première vague, et ensuite de pouvoir faire monter tous ces montants. Mais voilà, sur les 2 premières années, hein, c'est les ambitions. Est-ce que vous êtes en lien avec les PTCE français sur ce sujet? Alors, j'ai mis ailleurs dans le chat un lien vers le travail qu'on avait fait sur les lieux, qu'on a restitué la semaine dernière. Pour ça, on a beaucoup interrogé différents types d'acteurs, et notamment des PTCE, sur ces dimensions de comment on finance des coopérations entre acteurs. Donc voilà, je remettrai le lien je vous invite à lire cette note. Avez-vous déjà des promesses de dons de certains acteurs? Maxence, tu veux dire un petit peu où est-ce qu'on en est dans les discussions, enfin, le type d'acteurs qu'on rencontre, etc. Oui, bien sûr. Effectivement, comme l'indiquait Violaine, on est dans une phase de prise de contact avec différents financeurs potentiels qui pourraient intervenir soit sur le fonds de dotation et ou sur le FPCI. Pour l'instant, on a choisi de traiter le sujet du fonds coopératif dans un temps 2 parce qu'il sera financé grâce à des citoyens, et donc il fera l'objet d'une campagne dédiée le moment venu. Et donc, dans le cadre des discussions qu'on a en cours, on a plusieurs marques d'intérêt de la part d'investisseurs institutionnels notamment, et family office, en particulier pour le FPCI. Ce qui remonte quand même, et ce qui a été dit et rappelé dans la présentation, c'est que
on a des acteurs qui sont souvent déjà assez engagés, qui sont prêts à se positionner sur ce type d'investissement, mais que l'obtention d'une garantie qui permettrait de maîtriser tout ou partie du risque serait vraiment bienvenue et viendrait compenser des atteintes de rendement qui sont structurellement plus faibles. Donc, c'est aussi pour ça que le travail de plaidoyer qui est en cours et qui est mené notamment par Violaine est très important dans ce cadre-là. Mais on a des retours qui sont assez positifs et l'enjeu pour nous, ça va être de voilà, continuer d'échanger avec différents financeurs potentiels d'ici la conférence du 13 juin pour consolider ces marques d'intérêt et réussir à embarquer un maximum de personnes. Et on a plus de 300 rendez-vous qu'on s'est listé avec notre conseil d'administration, un certain nombre de gens à prendre. Et on va vous faire passer aussi sur les family office, sur certaines personnalités. On va faire passer au mouvement. Il y a certaines personnes qu'on voudrait vraiment rencontrer. On a besoin d'introduction. Donc, ce sera le moment de sortir. Voilà, on va sortir bientôt une petite liste à destination du mouvement pour nous aider à obtenir certains rendez-vous qu'on a plus de mal à avoir. Est-ce que Maxence, tu peux remettre la slide avec les 3 fonds? Il y a une demande de rester sur cette slide. J'ajouterais juste à ça que l'enjeu, effectivement, c'est d'avoir un certain nombre d'acteurs bon, qui sont plus faciles, plus sensibilisés à la transition. Donc, on fait des rendez-vous dans ce sens. Il y a aussi un enjeu d'arriver à faire bouger un ensemble de caisses de retraite, d'assurance. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans qu'il faut qu'on arrive à bouger. Donc, on a un certain nombre de rendez-vous euh, euh, dans ce sens. Parce qu'il y avait une question sur les groupes d'assurance, sont-ils sollicités? Oui, ils sont sollicités et on est en discussion avec eux. Il y a une forme d'intérêt, mais voilà, il va falloir qu'on arrive à clôturer tout ça. Et l'événement du 13 juin, c'est pour mettre une forme de pression collective sur un certain nombre de financeurs en disant, voilà, on est là, on a besoin de vous pour vous positionner. Et enfin, comme disait Maxence, sur le fonds professionnel de capital investissement, on sent que ça va prendre, etc. Notre enjeu, ça va être de comment on encourage ces ensembles d'acteurs, tous les particuliers qui investissent dans la coopérative d'investissement et tous ceux qui viennent dans le fonds professionnel de capital investissement, de mettre une partie aussi en don sur le fonds de dotation citoyen. Donc, on veut vraiment voir ces 3 véhicules pour encourager aussi le financement du fonds de dotation citoyen qui est essentiel pour nous, puisque effectivement, c'est le seul véhicule pour l'instant qui permet de faire du pur don. Et on sait, je sais qu'il y a pas mal de questions là-dessus en ligne, on sait que c'est important pour un certain nombre d'entre vous. Question suivante. Quel serait le montant des parts sociales de participation à la SCIC coopérative d'investissement? Pierre, tu veux parler des parts sociales? Oui, c'est pas encore fixé, mais notre objectif est de faire un niveau assez bas pour que ce soit en aucun cas un problème, que ce soit pas dissuasif pour des investisseurs, y compris des petits investisseurs. Donc, je sais pas, Violaine, on n'en a pas parlé, mais 100 euros ou 200 euros, peut-être un peu plus, mais enfin, il faut pas que ce soit gênant pour qui que ce soit. Merci. Est-ce que les fonds publics peuvent alimenter la coopérative ou le fonds d'investissement? Si oui, quels fonds seraient intéressants à mobiliser pour éviter que cela soit des subs de moins pour les assos? Oui, alors on pense que des institutions financières publiques pourraient alimenter non pas la coopérative, mais plutôt le fonds d'investissement, parce que la coopérative, elle fait ce qu'on appelle une offre publique de titres financiers, et dans ce cadre, pour que cette offre soit simple à faire, il ne faut pas qu'elle dépasse certains montants. Donc si on met une personne morale là-dedans, ça va exploser évidemment le plafond. Mais dans le fonds d'investissement, oui. Et notamment, on pense à la Banque des territoires. Et alors, pour éviter que ça a des subs de moins pour les associations, c'est pas les mêmes poches. Euh, on veut essayer de faire bouger un certain nombre de fonds publics ou semi-publics qui, voilà, pour augmenter leur poche générale, c'est pas les mêmes équipes qui font la subvention et qui font l'investissement. Il faut préciser qu'un fonds de dotation ne peut pas recevoir des subventions publiques, donc il faudrait plutôt agir en partenariat avec des subventions publiques en tant que fonds de dotation. Et oui, ça, c'est une spécificité importante que le fonds de dotation, pas de fonds public dedans. Alors, on a une question sur la société de gestion. Est-ce possible, plausible de trouver un acteur qui conviendrait ou va-t-il nécessairement y avoir un compromis à faire côté éthique?
Non, on a élaboré une liste avec une dizaine de sociétés de gestion. Il y en a quelques-unes qui sont déjà actives sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et on a aussi prévu qu'il n'y aurait pas de ce qu'on appelle le carry d'intérêt, c'est-à-dire de rémunération variable au bénéfice des gérants, parce qu'on considère que tous les investisseurs font déjà un effort et donc c'est évidemment pas pour que la société de gestion se gave. Merci. On a une question sur la limitation dans le fonds de dotation à des tickets inférieurs à 50 000 euros. Alors, la raison, c'est de pouvoir, l'idée, c'est de pouvoir faire de l'amorçage et de pouvoir en faire beaucoup. Alors, 50 000 euros, comme on fera du pluriannuel, ça pourra être un peu plus par projet. Mais l'idée, c'est en fait, on ne connaît pas encore à ce jour la taille du fonds de dotation. Donc, ça dépend de sa taille. Si on est agréablement surpris et qu'on arrive avec tous nos efforts à le doter de façon très, très large, on pourra regarder des dons supérieurs. Pour l'instant, l'objectif, c'est de pouvoir venir en soutien et d'un certain nombre d'autres mécanismes de subvention et de dons. Et donc, voilà la raison qui nous a amené à les limiter. L'autre chose importante, c'est que les fonds d'investissement ne peuvent pas faire des investissements, même en investissement, de taille trop faible, parce que pour des questions de coût de l'étude des dossiers. Et donc, le fonds de dotation citoyen, parce que dans le Grand Recueil, on a eu un ensemble d'organisations qui ont besoin de, entre guillemets, petites sommes. Il y a un très large panel d'organisations qui ont besoin de dons justement inférieurs à 50 000 euros. Et même sur les titres associatifs, les prêts participatifs, sur les autres outils, ce ne sera pas possible de les faire sur ces sommes-là à cause du coût d'analyse des dossiers. Donc voilà, c'est l'idée derrière la limitation à 50 000 euros, mais ce sera des choses qui pourront évoluer si le fonds de dotation est mieux doté. Est-ce que vous avez des critères éthiques dans la sélection des financeurs? Est-ce que Diane, tu veux toucher un mot sur le travail qu'a commencé le conseil d'administration là-dessus? Pour l'instant, en fait, on a commencé à réfléchir un peu aux lignes rouges quand vous les posez. On a surtout bien en tête comment on avait formulé les choses. On avait surtout identifié des critères déontologiques, des secteurs d'activité. Mais c'était resté encore, on avait encore une étape à travailler là. Donc oui, c'est une question qui s'est soulevée et qu'on est en train de traiter avec un système de feu vert, rouge et orange, etc. On ne veut pas limiter trop parce que effectivement, parfois, certaines limitations sont difficiles à mettre en place, mais on veut pouvoir effectivement exclure certains secteurs, par exemple les hydrocarbures, etc. On avait une question sur avez-vous prévu d'inclure une évaluation par des experts, chercheurs spécialistes pour la distribution des fonds? Peut-être juste on peut dire un mot sur notre conseil scientifique. Donc, on a un conseil scientifique constitué de 10 personnes, dont Pierre fait partie d'ailleurs, qui est animé par l'économiste Éloi Laurent, qui va donner un avis. Alors, le mécanisme est encore, on est encore en train de le travailler, mais le conseil scientifique sera impliqué sur la distribution des fonds, pas tous, c'est-à-dire qu'on ne va pas solliciter notre conseil scientifique sur, par exemple, tous les décaissements du fonds de dotation citoyen, mais il sera évidemment sollicité sur un certain nombre de dossiers. Le mécanisme spécifique est à l'étude, mais c'est dans la feuille de route du conseil scientifique. Alors, on avait une question sur les liens avec les cigales pour la coopérative d'investissement. Donc, on a pas mal parlé aux cigales, notamment dans le cadre des différents travaux sur le financement des coopérations locales, etc. Et c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on regarde et qu'on étudie grandement. Ce n'est pas encore 100% calé, mais c'est sur notre feuille de route à nous.
Est-ce qu'au-delà des financements classiques, la future coopérative et le futur fonds professionnel exploreront des modes de financement via des montages ou instruments innovants? Autrement dit, est-ce que l'opération Milliard aura aussi un rôle de recherche et de pionnier? Tu veux répondre à ça, Pierre? On y est évidemment favorable. Alors, c'est toujours difficile de demander à quoi les gens pensent quand ils parlent de choses innovantes, parce qu'elles ne sont pas encore forcément découvertes, ces choses. Mais en gros, tous les titres que vous avez vus sur la slide seront utilisés. Donc, pour les associations, des titres associatifs. Et là aussi, c'est relativement innovant puisqu'on prendra les titres associatifs nouvelle formule, celle qui a été créée par la loi de 2014 et qui permet donc le remboursement du titre dès lors que les excédents de l'association sont au niveau du montant de l'émission. Et puis pour les associations, on a prévu aussi des prêts participatifs. Ce n'est pas spécialement innovant, puisque je crois que ça date de 1978 et France Active les pratique déjà beaucoup, mais c'est extrêmement pratique. Pour les coopératives, on a prévu des titres participatifs, des certificats coopératifs d'investissement et des parts sociales. Là où on sera probablement un peu innovant par rapport aux fonds existants, c'est que nous, on souhaite se rapprocher le plus possible, lorsque c'est possible, bien sûr, des titres de capital. Donc, je ne parle pas, bien sûr, des associations, mais pour les coopératives, on pourrait, beaucoup plus que les autres fonds, être souscripteur de parts sociales et notamment dans les scopes. Sinon, en matière d'instruments innovants, il y a un instrument dont on parle beaucoup depuis quelques années qui s'appelle les contrats impact social, qui sont des obligations indexées sur l'impact social d'une association. Donc, on pourrait les utiliser. Et juste, je rajoute juste à ça que, comme vous voyez, c'est déjà très complexe d'un point de vue gouvernance et d'un point de vue cohésion de l'ensemble. Je pense qu'on va innover, entre guillemets, énormément sur la dimension collaborative du fonctionnement. Notamment, il y avait une autre question, je crois, à un moment sur les indicateurs d'activité, de mesure d'impact, etc. Nous, alors on n'aime pas trop le terme impact, mais on va rendre compte de la valeur créée à l'échelle de nos 3 fonds. On a l'association Milliard qui joue un rôle important sur le filtrage, l'aiguillage, rendre compte de la valeur créée, la mobilisation citoyenne, la montée en compétence des ensembles d'acteurs du mouvement sur les questions financières, etc. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je pense qu'on va être amené à tester et innover de plus en plus de choses. Notamment, il y a certains sujets qui sont sortis du grand recueil qu'on n'a pas forcément traités dans ces premiers véhicules. Je pense par exemple au fait que pour tout ce qui est tiers-lieux, etc., sur le foncier, il y a une demande d'investissement beaucoup plus long. Voilà, il y a un ensemble de sujets qu'on garde en tête et qu'on essaiera de traiter au fur et à mesure dans les mois et années qui viennent, qui nous amèneront, je pense, à développer de nouveaux types de véhicules. Mais bon, déjà, délivrer tout ça, c'est en soi une forme d'innovation. Il y a une question sur... Pardon, Violette, je Oui, t'interromps parce que je n'avais pas tout à fait complété ma réponse. Il y a aussi quelque chose de très innovant, c'est le partage de la plus-value en cas de cession pour que 60%, au-delà d'un certain seuil, aillent à l'intérêt général. Donc là, il y a un peu d'ingénierie financière pour faire en sorte qu'on ne soit pas les seuls, d'abord que ce ne soit pas simplement le fonds, mais tous les actionnaires qui acceptent ce principe, et puis qu'on prévoit intelligemment comment faire ce partage. oui, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails un peu techniques, mais quand on vous a dit au début que les organisations éligibles, ce sera ESUS, où on a rajouté par-dessus des critères d'encadrement de la valeur du capital, voilà, ça c'est quelque chose de nouveau qui ne s'est pas fait avant, qui va concerner avant tout les sociétés commerciales, mais voilà, qui permettra d'encourager les sociétés commerciales de l'ESS qui souhaitent encadrer la rémunération de leur capital à accéder aussi à des financements, puisque c'est une des raisons pour lesquelles elles ne le font pas, c'est qu'elles ne trouvent pas de financeurs pour les financer. Est-il possible d'envisager du conseil financier pour les associations sur leur gestion, un chemin pour construire son financement, etc. Alors, je vais répondre et je crois qu'on a Louise aussi de la Vise en ligne. Alors, l'opération Milliard, on a déjà des ambitions très grandes, donc il y a aussi un ensemble de choses sur lesquelles il faut qu'on se dise, c'est pas nous qui allons le faire. Je pense que
actuellement, donc on met en place un certain nombre de cours, de formations. On ne va pas faire du conseil pour individualiser pour des organisations. Je pense que c'est une partie du rôle du DLA et peut-être, Louise, si tu es en ligne et que tu veux en dire un mot. Donc ce ne sera pas nous qui ferons cet accompagnement, mais c'est fait par un ensemble d'acteurs. Louise, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous, Hélène. Tu veux en Oui, dire un mot? je fais pas la réponse du DLA. Enfin, en effet, en tout cas, enfin, ce n'est pas près de. Le DLA, en gros, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être peut-être tout le monde qui est ici. C'est un dispositif de politique publique qui accompagne les structures de l'ESS employeuses. Donc, il faut qu'il y ait quand même un salarié ou le premier emploi qui soit en cours de création. Et du coup, gratuitement, parce que c'est financé par la Banque des Territoires, l'État, le Fonds social européen et des collectivités aussi territoriales, et qui peut accompagner en gros toute structure sur ces problématiques de consolidation et développement, dont la recherche de partenariat ou la recherche de financement aussi. Voilà, donc il y a une antenne du DLA par département. Je vous mettrai les coordonnées, vous pouvez trouver les coordonnées sur Info DLA. Et après, sur le côté financier, il y a aussi les France Active aussi. N'hésitez pas à vous tourner vers eux, évidemment. Je fais court hein, pour pas trop prendre de temps, Violaine, sur ce sujet-là. Merci, très bien. Et merci d'être là avec nous ce matin. Alors il nous reste juste 5 minutes, on va terminer à l'heure, donc on essaye, de toute façon, on va enregistrer le chat. Biran, si on peut s'assurer qu'on enregistre le chat et puis on fera des réponses aux questions. On avait une question sur le calendrier après le 13 juin. Alors, important de pouvoir s'en toucher un mot. Pour nous, l'objectif, alors, un consensus dans l'opération Milliard, c'est qu'on ne lancera pas d'opération financière si elle repose entièrement sur les citoyens. Parce qu'on veut s'assurer qu'il y a un ensemble de financeurs, publics, privés, qui sont prêts à nous suivre. Quand on parle du milliard, même si le milliard, il sera pas là en 2026, on veut qu'il arrive assez rapidement quand même. Et donc, on a besoin de s'assurer du soutien d'un certain nombre de financeurs. Donc, l'objectif de cet événement du 13 juin et en fait de toutes les conversations qu'on a avant, c'est de sentir est-ce que ça se cristallise, cet engagement. Et donc, suite à ça, on prendra la décision, oui ou non, de lancer les véhicules et on mènera une assemblée générale. Alors, je n'ai pas la date, mais elle sera début juillet, première semaine de juillet, normalement, ou deuxième. Vous saurez la date rapidement, où donc on votera la suite et le lancement des fonds. L'idée, c'est que si la dynamique est là, alors, les levées de fonds, c'est des mécanismes différents puisque le fonds de dotation citoyen, la coopérative d'investissement, ils vont lancer des campagnes auprès des citoyens, tandis que le fonds professionnel de capital investissement, c'est une levée de fonds auprès de personnes morales. Donc, et puis, ça prend à peu près, il sera si on commence les négociations, donc la société de gestion de portefeuille, on veut la recruter pour fin juin. Ensuite, une fois qu'on a la société de gestion de portefeuille, on peut commencer les négociations avec les négociations dans le dur, parce qu'on est déjà en discussion, mais commencer les négociations concrètes, ça prendra entre 6 et 9 mois. Donc, le fonds professionnel de capital investissement, il sera pour début 2026. Ce qui nous permet aussi d'avoir des garanties sur la garantie, puisque ça passe en projet de loi finance, ce sera aussi cette année, donc réponse début 2026. Et sur les deux fonds, on pourrait lancer les collectes dès septembre. Voilà l'idée, mais tout fera l'objet d'un vote. On avait une question sur le modèle économique de l'opération Milliard à terme. Alors, je comprends de l'association. Alors, aujourd'hui, l'association est financée très majoritairement par la Fondation de France, qui s'est engagée à soutenir aussi pour les 2 prochaines années. On a un soutien de la Fondation Crédit Coopératif, je l'ai mentionné, et puis de quelques autres fonds. L'idée, c'est que d'ici 2-3 ans, on puisse bifurquer de ce modèle de financement qui viennent de fondation par un modèle de financement par nos adhérents. Donc, toutes les personnes qui vont investir dans le fonds de dotation coopérative d'investissement deviendront adhérents de l'association Opération Milliard, puisque c'est là que sera l'outil démocratique. Et donc, on va donner à nos adhérents de plus en plus de choses, de leur offrir des événements, de plus en plus de masterclass, etc. Et en 2027-2028, on mettra en place une petite contribution annuelle qui sera entre 30 et 40 euros, mais qui permettra, si on est nombreux, de faire vivre l'association. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de la faire passer sur un modèle où les adhérents contribuent. Et alors, je ne sais pas si
le DLA. On avait une question sur pour Pierre, si tu veux répondre, quelle est la liquidité du FPCI? Un investisseur engagé peut se priver d'un rendement, mais s'il est privé de liquidité, c'est de la philanthropie. Oui, alors le mécanisme du FPCI, pour les personnes morales, c'est un mécanisme qui consiste à demander un engagement à l'investisseur. Cet engagement, mettons qu'il soit de 5 millions, il va être tiré sur 5 ans. C'est-à-dire que l'argent n'est pas décaissé tout de suite. Et puis, nous, on va faire avec ces tirages des investissements, enfin plus exactement, la société de gestion va faire des investissements. Et dès lors que ces investissements sont remboursés, on rembourse l'investisseur. Donc, en gros, si un investisseur s'engage pour une dizaine d'années, en fait, son argent n'est pas intégralement tiré au début, hein, ça s'étale sur une période de 5 ans. Et d'autre part, il n'est pas remboursé à la toute fin du fonds, mais il est remboursé dès lors qu'il y a des investissements qui eux-mêmes sont remboursés. Donc, en gros, on peut considérer que l'investisseur bloque l'argent pour à peu près 6-7 ans. Et l'esprit même de ce type de fonds, qui sont extrêmement nombreux, hein, on n'a rien inventé, c'est ce type de blocage qui est cohérent avec le fait que les sociétés dans lesquelles on investit euh, ne sont pas cotées en bourse et donc on ne peut pas céder facilement les titres qu'on détient. Donc pas de liquidité particulière, si ce n'est celle par le mécanisme que je viens de décrire, mais très connu des investisseurs professionnels. Et aussi sur les titres, tu disais sur les titres participatifs, etc., il y a des mécanismes pour encourager le remboursement Absolument. après une certaine période. On a considéré que les titres seraient remboursés au-delà de 7 ans. En fait, ce sont des titres perpétuels, mais dont le taux d'intérêt augmente de façon assez significative au bout de 7 ans. Donc, il y a une forte incitation à les rembourser au bout de 7 ans. Merci. Eh ben, on arrive au bout. On va prendre l'ensemble des questions et on essaiera d'apporter des réponses. Merci d'avoir été avec nous en ce mardi matin. Et on vous souhaite une belle semaine et on vous attend tous et toutes, du coup, le 13 juin. Merci, merci.